On est avec Tristan qui est venu déjà sur la chaîne plusieurs fois. Il monte en puissance parce qu'il est maintenant en deuxième année de thèse. Eh oui. D'abord, il a parlé c'était de représentation de fonctions lipschitziennes, de fonctions absolument continues. Tu nous as parlé ensuite de l'escalier du diable. Ouais. On est monté un petit peu plus haut dans l'escalier. Et Ouais. puis, Et on est réarrangement allé plus dans les loin dans... Sobolev. Ah oui, c'est ça. Oui, Ouais, ça c'était la dernière fois. un Donc là, glimpse into the... ouais, là on commençait à rentrer dans le truc. Donc voilà, hein, donc vous pourrez voir ces vidéos sur la chaîne. C'était vraiment très très bien expliqué. Il rentrait en première année de thèse. Là, on est le moment où on est, comment dire, on voit pas encore le bout du tunnel. Mais on voit pas non plus l'autre bout, je sais pas. Et ouais, et là comment ça se passe pour toi? Bah, très bien, écoutez. C'est... Je vais vous parler un peu de mes travaux de thèse et puis mon expérience de la thèse au fur et à mesure de mes discussions mathématiques. Super. Et en fait, on va pas aller très loin de ce que j'avais déjà discuté sur la chaîne, vu que c'est aussi pour ça que je parlais de ça sur la chaîne. C'est un peu c'est pas mon violon d'Inde, hein, c'est mon cheval de bataille, l'analyse fonctionnelle. On va dire. Exactement. Enfin, en tout cas, les inégalités fonctionnelles, les espaces de Sobolev, des choses comme ça. Et il s'avère qu'on va peut-être parler de généralisation des fonctions absolument continues pour décrire comment on peut avoir une approche fonctionnelle de problèmes de la géométrie classique. Donc moi j'étudie ce qu'on appelle des inégalités fonctionnelles affines qui sont des élucubrations fonctionnelles de problèmes classiques de la géométrie convexe dans le même esprit que le lien qu'il existe entre l'inégalité isopérimétrique et l'inégalité de Sobolev. Donc ça peut-être que je vais vous en parler. C'est en lien avec aussi Cool. les discussions de réarrangement dont j'avais parlé Oui, oui. rapidement sur la chaîne. Donc en fait, l'inégalité isopérimétrique, quand on est dans un espace euclidien de dimension n supérieure à 2, consiste simplement à dire que tout corps clos a son volume contrôlé par la surface qui l'enclôt. Oui. Chose qui ne vaut pas en dimension 1, vu que la taille des bords d'un intervalle, c'est toujours, on va dire, 2, pour les compter en 2, et on peut avoir des intervalles aussi grands qu'on veut. Là, on rentre dans le domaine géométrique, on va dire. Ça, c'est rigolo. En fait, c'est marrant parce que le domaine de l'analyse réelle, c'est quand même les segments, la dimension 1, où on a des inégalités de Sobolev complètement folles par rapport à ce qu'on a dès qu'on passe en dimension 2, où tout est contrôlé, on va dire, par l'isopérimétrie. Donc, voilà. Le bord, si on a un domaine lisse, qui peut être assez sauvage, hein. Déjà, avec plein de coins, tout ce qui est lipschitzien rentre dans le domaine de l'isopérimétrie. Avec un domaine assez lisse, on a une domination du volume. Donc, disons ça c'est le C. Le volume a une certaine puissance qui est ceci. Qui est dominé à une constante près par l'air du bord. Je vais le noter comme ça. Okay. Ça c'est l'isopérimétrie. Problème fascinant qui a rebuté les matheux pendant des millénaires, vu qu'on en parlait déjà dans l'Antiquité, et qu'on y allait très progressivement, d'abord en étudiant le problème sur des convexes. Je pense que c'est Steiner qui avait dû montrer dans les années 30 que dans les années 1830, Oui, parce que voilà, dans cette inégalité, il y a l'inégalité déjà qui est intuitive, et ensuite il y a la question de savoir quelle est la configuration optimale dans ce truc-là. Ce qui est clair intuitivement, et ce qui était déjà su des fondateurs de cités ou que sais-je, qui formaient des cités fortifiées en cercle pour minimiser le périmètre nécessaire à enclore un volume fixé. Vieux On problème, avait donc. une intuition du fait que le cercle était optimal, en tout cas dans un domaine qui n'est pas restreint d'aucun côté. On veut former des cercles, par exemple, si ça c'est le problème de Didot,
si on a un demi-plan, on a tendance à faire un demi-cercle pour... c'est le truc de Carthage, tu sais. D'accord, ouais. Mais bon... Mais alors, En donc tout cas, quand tu dis volume, c'est un volume dimension n, et quand tu dis R, c'est R en dimension n-1. N-1, On est d'accord, hein? Ouais, bien sûr. Ok. C'est l'air du Non, mais c'est juste pour être sûr. Ouais, bien sûr. Après, il y a plein d'avatars de ces inégalités en géométrie non euclidienne. Bah oui. Oui, bien sûr. Bon, il y a aussi des fois où tout s'écroule, bien sûr, mais en géométrie à courbure positive, que sais-je, on a des généralisations d'inégalités isopérimétriques. En tout cas, ce truc a rebuté les mathématiciens pendant longtemps, et en fait aussi on s'intéressait, une manière de prouver cette inégalité, c'est de dire que le rapport entre l'air et le volume est minimisé par un certain corps, qui est la boule, et pour cette boule, c'est positif, donc on a une inégalité, et en plus on sait quelle est la configuration optimale. Et en fait, on a procédé en tâtonnant pendant longtemps sur ça. Comme je disais, Steiner, il avait montré que s'il y avait une configuration optimale, alors c'était le cercle, par des idées de réarrangement, comme ce dont j'avais parlé. D'accord, oui. On peut réarranger des ensembles, et réarranger des fonctions, c'est pas très différent. On réarrange les lignes de niveau en cercle ou en... Il y a des liens entre des idées élémentaires de la géométrie et des idées élémentaires de l'analyse fonctionnelle, comme celle que j'avais décrite sur la chaîne précédemment. Donc voilà, Steiner, il avait fait sa tambouille. Après, je pense que c'est Weierstrass et des gens comme ça, Minkowski, qui ont développé le calcul des variations un peu en regardant des problèmes d'optimisation de forme. Et à partir de là, on arrive plus dans mon domaine, on optimise des formes. Donc on regarde un problème de minimisation du genre inf. Sur une large classe d'ensemble. Donc Minkowski, qui a été crucial dans le développement du calcul des variations sur les ensembles, a introduit en fait, quand on fait de l'optimisation comme ça, il faut une topologie sur les objets. Le truc qu'on veut faire. Parce qu'en général, on veut obtenir une suite. Oui, bien sûr, continue. Et on va avoir la compacité et dire, en un sens, ça existe, là, ouais. C'est intuitif. L'idée, c'est la même chose que ce qu'on fait en analyse réelle depuis la L1. On peut appliquer du Bolzano-Weierstrass, en fait. Comment on fait pour montrer qu'une fonction continue sur un segment atteint ses bornes? Et on fait ça. Comment... Et ça, c'est quand même... Pour moi, c'est un peu avec le théorème fondamental du calcul intégral, enfin la formule de Newton, c'est un peu le deuxième théorème fondamental de l'analyse, et pour moi, c'est limite le premier, quoi. Bolzano-Weierstrass, c'est un peu le truc... c'est ça. C'est même comme ça qu'on fait Rolle, pas vrai? Oui. Enfin, c'est tous les avatars de la dichotomie déjà sur R, et bien après ça devient la topologie. La dichotomie. Quand tu le fais en cours, c'est la dichotomie, mais là t'as pas la dichotomie pour... Mais voilà, Bolzano-Weierstrass, c'est vraiment un truc... Voilà. C'est la pierre angulaire de l'analyse, quoi. Oui, tout à fait. C'est à ça que sert la topologie R-ienne, quoi. Enfin, c'est un peu le truc sympa avec R. Et donc, l'idée, ça serait d'avoir ce même genre d'argument dans des ensembles beaucoup plus sauvages. Donc là, on parle même pas d'ensemble de polynômes, on parle de trucs. Enfin, c'est même pas de dimension infinie, là. Oui. À la rigueur, ça peut être séparable dans pas mal de... Enfin, on peut fixer des topologies de manière à ce que ce soit séparable, mais il y a même des topologies où... Je veux dire, par exemple, L infini ou des trucs comme ça, qui peuvent encoder des fonctions. Des ensembles. Des ensembles, ouais. Si on regarde des indicateurs d'ensemble, et l'infini n'est pas séparable, ça devient monstrueux, quoi. Déjà. Mais du coup, voilà, l'idée, ça serait de faire du analysis 101, optimisation regarder ce problème d'optimisation et dire qu'il est atteint par une structure, par une forme. Du coup, voilà, on regarde une suite telle que... Disons ça, on l'appelle F de C. Envers l'inf. Et là, c'est là où magic happens. Enfin, c'est là où il a fallu
Définir entre le moment le bon où, objet. où Weierstrass il commence à poser les premiers jalons du calcul des variations en 2 dimensions et la résolution complète du problème isopérimétrique par De Giorgi et des gens comme ça dans les années 50. De Giorgi, c'est un peu le père du calcul des variations modernes en Italie. Ok. Enfin bon, il y a plein d'autres gens, mais il est très important dans le domaine. Entre Minkowski et De Giorgi, il y a tout le chemin pour savoir dans quel monde on va regarder ces ensembles. C'est ça. Pour obtenir de la compacité et dans des topologies assez flexibles pour avoir de la compacité, mais assez rigides pour avoir de la continuité sur ça. Ouais. Ou de la semi-continuité, c'est-à-dire que le rêve c'est d'avoir. Bon, je dis pas beaucoup parce que c'est pas du tout. Bon, au moins ça fait l'occasion de parler de la fonctionnelle. Donc, topologie assez faible, donc avec assez peu d'ouverts pour avoir beaucoup de compacts. Si on a peu d'ouverts, on a beaucoup de compacts parce que dès qu'on recouvre par des. Enfin. Ah ouais. Tu vois, c'est un peu la logique de. C'est intéressant cette vision, ouais. Bah, après, il y a aussi la vision peu d'ouverts, ça veut dire peu de fermés. Et ça veut dire que. Ça veut dire qu'on a en somme. Ouais. Bon là, je vais pas. On va, je ouais. vais pas rentrer là-dedans. Ok. Mais une topologie assez faible pour avoir. Mais par contre, le truc de peu d'ouvert, c'est assez intuitif parce que on a des recouvrements. Non, mais c'est vrai, ouais, je suis convaincu. Ouais. Topologie assez faible pour avoir de la compacité. Le problème, c'est que quand on a une topologie faible, ce qui est paradoxal, on perd de la régularité sur les fonctions. On peut avoir des fonctions qui sont continues par rapport à une topologie. D'accord, oui, bien sûr. Parce qu'il y a oui, bien sûr. Bah oui, c'est les F-1, la continuité est plus. Ouais. Bah, les F-1 ils demandent plus d'ouverture. Demande beaucoup plus dans une topologie forte. Ouais. Pour assurer une continuité de manière à dire, bah voilà. Oui. La quantité qu'on obtient à la limite, elle est contrôlée d'une certaine manière et ça nous donnera des infos sur la quantité de la limite des CN. D'accord. Parce que si grand F est absolument chaotique, bah ok, CN converge vers C, mais F de CN converge vers l'infini. Donc c'est très intéressant. Mais alors attends, tu dis que, excuse-moi, dans une topologie faible, c'est plus facile d'être continu, non? Si la topologie... c'est... Bah, tu prends une topologie... Excuse-moi, j'ai aucune... topologie faible, je veux dire une topologie où il y a moins de trucs. Il y a moins de trucs, ouais. Moins de trucs. Donc, oui. Ça, ouais. Bah, tu prends S qui est continu là. Ouais. Tu fais S-1 de U, ça peut être là, voilà. Ah oui, c'est vrai que... Bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, dans ce sens-là, oui, d'accord. Parce que il y a la manière aussi. Oui, tu prends la topologie comme topologie dans l'ensemble image. Non, topologie, regarde. Là, disons, c'est X et F. Pas là-dedans. D'accord. Tu prends. Là, il y a une topologie fixée sur ça. Ok. Tu fais F-1 sur. D'accord. Donc il y a moins d'ouvert. D'accord. Oui, c'est ça. Et avec la caractérisation séquentielle de la continuité et le fait que, en fait, dans bien sûr. les topologies plus faibles, il y a plus de suites convergentes en revanche, parce qu'il y a plus de compacts, il y a plus d'extraction, il y a plus de machin. D'accord. Et bah. Oui, t'as fixé. Il y a plus de suites convergentes. Oui. Les fonctions, elles sont moins continues. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est plus facile de faire converger une suite vers un point dans une topologie faible. Oui. De telle manière qu'elles ne convergent pas dans la topologie forte et du coup que les fonctions n'aient pas besoin d'être continues le long de cette suite. Bon, c'est un peu. C'est le truc le plus intuitif, je pense que c'est en recourant des ouverts, en regardant la manière ensembliste. Même si du point de vue analytique, par exemple, mon directeur de thèse dirait que là je suis en train de bullshiter complet, enfin faut tout faire avec des suites, et c'est vrai. Ok. C'est un peu Bolzano Weierstrass, parce que là, à partir du moment où on a un truc métrique et qu'on peut extraire des suites, il vaut mieux faire ça qu'autre chose. Mais du coup, voilà, on se pose ces questions-là, et là il y a un beau panthéon de solutions à ça, d'interprétation de ce problème-là, par d'abord, je disais Minkowski, et je crois que tu en as parlé sur la chaîne, tu avais parlé de la topologie de Minkowski. Oui.
Donc avec la distance de Hausdorff. Hausdorff, voilà, c'est ça. Donc ça c'est une manière de répondre. Et ouais. On regarde. Oui, la distance entre deux compacts. Oui, entre Ce deux truc-là, c'est après entre deux compacts, et c'est encore mieux dans le monde convexe. Alors là, c'est l'autoroute, parce qu'on a une description fonctionnelle de ça. Donc une topologie qu'on peut fixer sur cet ensemble-là, donc disons les compacts maintenant, parce que là ça ressemble à un compact. Hein. On peut dire un bon truc, un candidat, ça pourrait être donc, topologie possible. Donc Hausdorff. Je sais jamais. Ouais. Deux F, non? Deux S, ouais. Non, un F et deux S. Deux S. Ouais. Merci. Je le ferai comme ça. Hausdorff. Ouais. Donc lui, il a fait ça. Et en fait, dans cette topologie, elle est séparable. Et elle est aussi... Enfin, tu peux extraire des suites convergentes de compacts. D'accord. C'est des compacts qui sont dans une Oui. Donc c'est une manière de faire ça, tu vois, parce que bon, si tu arrives à montrer que cette fonctionnelle-là, ouais. déjà, elle est bien définie pour les compacts, ce qui n'est pas clair, parce que là, un compact, il peut avoir des bords très sauvages, mais bon, il peut avoir un bord très sauvage, il a un volume, mais le bord, je sais pas. Ouais. Mais lui, je crois qu'il avait, Minkowski en avait sous le... D'accord. Il en avait sous le pied, il a introduit une notion de mesure du bord qui marche pour les compacts, je crois, et lui, en fait, il s'intéressait à ça. Donc ça veut dire que... C'est pour ça qu'il a fait ça, d'ailleurs. En fait, la difficulté, elle est sur deux points. Faut trouver la bonne topologie, mais aussi sur le bon ensemble. Le bon ensemble de courbes, quoi. Exactement. Oui, c'est ça. En fait, faut que cet de surface ou de... En fait, le truc, c'est que c'est peut-être... D'objet C, quoi. Je sais pas trop comment ça marche, mais... Enfin, je devrais savoir, mais on a tellement été servi par les paires d'analyse fonctionnelle qu'on se pose moins de questions sur quelle topologie fixer, parce qu'on est tellement bien maintenant avec la topologie moderne sur les topologies. C'est confort. Mais c'est confort, mais en fait, le truc, ce qu'il faut faire, c'est par exemple comme dans la théorie de la mesure ou dans... Quoi que ce soit, tu prends un truc naturel, tu prends une distance naturelle ou tu prends une topologie naturelle et tu fermes. T'essaies de trouver, pareil, pour les compacts, t'essaies de trouver un truc de manière à avoir un ensemble fermé sous cette topologie. C'est comme la théorie de la mesure, on essaie d'avoir un ensemble fermé sous convergence ponctuelle. C'est comme L2, enfin les espaces de Lebesgue, on essaie d'avoir un ensemble, la fermeture des fonctions continues par rapport aux intégrales. C'est souvent comme ça. Et en vrai, là, par exemple, tu aurais des quantités comme les normes de Lebesgue ou les normes de Sobolev, dont je parlerai. Ça, c'est très naturel. C'est une manière de mesurer l'énergie. On parle des fonctions qu'on fréquente tous les jours et on ferme cet ensemble du point de vue de la topologie de l'énergie. Et là, c'est un peu comme ça que... Alors, la topologie de l'énergie... pour l'énergie est encore à définir, mais c'est ça, c'est ça l'énergie. D'accord, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a une manière naturelle, même du point de vue des considérations physiques, de définir des topologies qui sont agréables à considérer. Pour les convexes, là, moi je suis beaucoup moins calé là-dedans et dans la manière dont Minkowski est arrivé à cette idée, mais c'est un peu comme ça qu'on fait une analyse fonctionnelle. Donc lui il a fait ça et sur les compacts il a pas mal avancé dans ce problème-là. D'accord. Et je sais pas pourquoi je pense que c'est sans doute lié à ce problème isobimétrique qu'il a commencé à se poser des questions comme ça. Ok, c'est intéressant. Maintenant, tu vas mettre ton nom sous Minkowski Non. Non, moi j'ai pas fait ça. Mes piètres connaissances en histoire des mathématiques me font dire que c'est De Giorgi qui a résolu le problème. Ce que je considère être la plus grande généralité. Enfin, c'est peut-être pas lui qui a résolu le problème isopérimétrique, mais c'est lui qui a introduit le cadre qui permet d'avoir un truc assez indolore pour traiter du problème. Cool. Et De Giorgi, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a introduit l'espace des fonctions comme absolument continue, celle qu'on avait vue en dimension, mais en dimension supérieure. Du coup, là, vous voyez, il y a plein de liens qui se font. C'est le bounded variation function. C'est juste... non, c'est pas absolument continu, c'est... bon. C'est moins régulier qu'absolument continu. En gros, c'est en dimension 1, c'est exactement dire que... Vous vous rappelez de la définition de absolument continu? C'est dire... Absolument continu, c'est de dire que pour tout epsilon, on peut trouver une partition de manière à ce que ça soit petit. BV en dimension 1, ça veut dire que sup sur toutes les partitions d'un intervalle. Donc
définit partition. Pour tout intervalle. Pour tout, non, on fixe un intervalle, on regarde les fonctions. Mais attends, un intervalle, excuse-moi, x de xi. Ouais, xi c'est une partition de, disons, de. Attends, on est sur R là. Ouais, on est sûr. Je disais que Oui. ça c'est la génération. Ah d'accord. Ça c'est en dimension 1. Mais bon, après. Oui, d'accord. Dimension 1, Okay. dimension n. D'accord, on généralise en dimension n ce que tu écris là. Ouais. Ok. Ça c'est borné. Il doit être borné, ouais. C'est beaucoup moins. C'est déjà. C'est borné, c'est pas epsilon, c'est oui, c'est pas epsilon, mais c'est un sub sur tout ça. Mais c'est là du point de vue fonctionnel, c'est un peu l'ensemble naturel pour avoir une bonne. D'accord. topologie. Donc tu es en train de dire que ça, c'est un assouplissement de la condition d'absolument continu, ouais. Absolument continu. On avait vu sur la vidéo que c'était équivalent à dire que on est l'intégrale de sa dérivée, pas vrai. Oui. Et là, c'est pas le cas, parce qu'en fait, les dérivées de ces trucs-là, au sens des distributions, c'est des mesures. Ok. D'accord. D'accord. Voilà, mais bon, ce qui est intéressant avec BV là, c'est que ça me permet de rebondir sur cette discussion qu'on vient d'avoir sur comment introduire une topologie. Oui. En fait, vous voyez là, ce truc-là. Ouais, non, mais c'est. Ce truc-là, c'est éclairant, ouais. C'est F, L1, avec une certaine régularité du point de vue de ces différences en norme. Bon, du point de vue de la. Je sais pas si je rentre là-dedans, mais c'est juste pour dire que ce truc-là, c'est la manière la plus naturelle de faire l'analyse fonctionnelle sur L1 de manière à la compacité, parce que L1 c'est très fat-track du point de vue de justement des topologies faibles. D'accord. Bon alors là c'est compliqué, mais voilà, le truc c'est que là, en fait ce qui se passe c'est que, encore une fois, BV c'est un peu le truc de... Juste mon expérience personnelle, quand tu te poses la question, est-ce qu'il faut vraiment que je rentre là-dedans? Ne rentre pas. Non. Mais juste c'est pour rebondir sur ce que je disais, essentiellement BV c'est la clôture de C infini par rapport à une norme basée L1. Oui, voilà, c'est ça. De manière à avoir le truc le plus compact, le plus fermé possible. Et ça donne un espace très grand, mais qui comprend tous les ensembles lisses avec un bord que tu pourrais imaginer. D'accord. Donc ça comprend des trucs vraiment sauvages, mais sur lesquels on peut poser le problème isopérimétrique. Et là, on va avoir cette topologie... Et en fait, le truc, c'est que BV, ça a été introduit pour dire, pour ça. Déjà, on n'a plus le temps de se restreindre à la dimension 2, on n'a plus le temps de se restreindre à des trucs. On peut vraiment avoir des ensembles sauvages, beaucoup plus sauvages que compacts ou convexes, et où ce truc-là, c'est tranquille. Enfin, d'accord. C'est relativement tranquille. Quoi. Ok. C'est-à-dire qu'on a de la continuité sur ça. Et... Voilà. Ça, c'est le truc classique. Maintenant, c'est classique en analyse moderne, on va dire. Et ce qui est super intéressant de mon point de vue, c'est que tout s'écrit dans le langage de l'analyse. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que donc cette inégalité isopérimétrique, elle est exactement équivalente, modulo l'introduction de cet espace fonctionnel que je ne vais pas trop discuter, elle est équivalente à formuler cette inégalité sur les fonctions. Donc c'est une autre constante qui est ce qu'on appelle l'inégalité de Sobolev. Qui est un truc fondamentalement géométrique quand même, et qui est assez bizarre. Bon, il faut qu'il y ait quand même des... Je vais le formuler pour des fonctions lisses. Donc f, ça va être une fonction attachée à C. C'est une fonction lisse. Ouais. Là, c'est une fonction lisse, donc on peut pas vraiment l'attacher. On peut pas vraiment l'attacher à C. D'accord. Mais ce truc a une validité très robuste pour des fonctions qui seraient même des indicatrices. Il faut juste donner du sens à ça. Assonable. Et ce sens, c'est essentiellement quand tu prends un ensemble, c'est la mesure du bord. Ok. Bah oui. Et en fait, le truc, c'est ce qui est super intéressant, c'est que je veux dire, c'est pas juste des interprétations philosophiques et poétiques. Oui. Il y a un cadre fonctionnel qui dit c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Ce truc-là s'exprime comme un gradient en norme L1 généralisé. Ouais. Ça, c'est Sobolev. Donc en fait, c'est pas Sobolev qui l'a montré. Lui, il a montré la version LP. C'est assez marrant ce truc. C'est que. Donc, non, P, R à L.
Sobolev a montré cette inégalité, je sais pas, en étude, pour l'étude d'équations dérivées partielles et pour des problèmes d'analyse fonctionnelle, de problèmes de convolution, d'opérateurs bornés d'espace LP dans d'autres espaces LP. C'est un problème essentiellement fonctionnel. Et il s'est avéré que dans le cadre, dans le chaînon manquant, P égale 1, c'était un truc éminemment géométrique. Et souvent on se réfère au régime P égale 1 comme au régime géométrique, tandis que le régime P entre 1 et n, et plus généralement P entre 1 et infini, où tu as tous les objets de l'analyse fonctionnelle, c'est vraiment le cadre fonctionnel où tu peux faire de la dualité, de la réflexivité, des trucs comme ça. Ici, quand tu es dans P égale 1, tu dois vraiment y aller soit avec des outils de la géométrie, soit avec essentiellement des outils élémentaires comme l'ont fait Galileo. Et quelle année ça correspond? Donc, c'est bien ça, plus. c'est intéressant. Ouais. C'est très. Et en vrai, je vous invite à aller voir. Bon, je vous dis d'abord, Sobolev, ça devait être dans les années 30. Donc il a fait P entre 1 et la dimension de l'espace. Ouais. Et indépendamment, Galileo, qui était un spécialiste des équations dérivées partielles italien, et Nirenberg qui a eu le prix Abel il y a quelques années, qui est très important dans ces questions de DT, d'analyse fonctionnelle, d'analyse géométrique. Eux, en 58, en fait, ils l'ont quasiment montré au même moment. Ok. Pour des problèmes similaires. Et vous voyez que ça a tenu 25-30 ans. Bah, Et ils ont montré. Sobolev avait utilisé un certain attirail fonctionnel. Eux, ils ont montré ce truc-là avec un holder bien senti, enfin le KP égale 1, holder bien senti et théorème fondamental d'analyse. donc c'est quelque chose qui aurait pu être trouvé. Ça aurait pu être trouvé par les années 30. quelqu'un qui. Ouais. Enfin, ça demande aucun outil. Bah, c'est impressionnant ces C'est trucs. impressionnant, ça demande aucun outil. Et en fait, bon, ils ont montré une version sous-optimale de l'inégalité parce que avec leurs outils élémentaires, ils ont juste été capables de montrer qu'il existait une constante finie de manière à ce qu'on ait une domination. Mais en fait, cette constante, vu le lien avec la géométrie, elle encode exactement le fait que, par exemple, les boules sont optimales là-dedans, etc. Et plus tard, on a appris à interpréter ça géométriquement après leur astuce. Ça, c'est essentiellement une astuce, mais le contenu géométrique de ça permet de déterminer explicitement la constante et de savoir... Et un lien entre Cn et C'N, c'est autre chose? En fait, si, c'est la même chose en fait. Ça, elle doit être les mêmes en fait. D'accord. Essentiellement, c'est juste, là-dedans, tu mets... si tu considères que cette norme, c'est... tu mets f égale l'indicatrice d'une boule. C'est tout ça pour dire ça. Donc ça fait ça. D'accord. Tu le fais. Je dis juste que la boule c'est optimal et je regarde le rapport entre les deux termes et ça me donne la constante. Ok. Je pense. Du coup, ici, je disais que l'analogue c'est la mesure du bord de la boule. Donc tu as tout dit en termes de boule là ici et F. Et en fait, ce que j'affirme c'est que la boule est optimale, donc elle permet de déterminer la meilleure constante. Meilleure constante minimale. Voilà, et en fait, du coup, c'est la même parce que ça, c'est juste la formulation géométrique de cette inégalité fonctionnelle. Et en fait, voilà, là où j'arrive, là où je rentre, I come into play, c'est que j'étudie des généralisations fonctionnelles à la manière de Sobolev qui généralise fonctionnellement l'inégalité isopérimétrique. J'étudie des inégalités fonctionnelles qui viennent d'inégalités plus précises de la géométrie convexe. Vous voyez, l'inégalité isopérimétrique, elle permet de, si on l'utilise bien, elle permet d'obtenir une inégalité de Sobolev. Une inégalité qui est chère aux géomètres convexes, et du coup qui traite uniquement de corps convexes, c'est l'inégalité de projection de Petit. Donc j'espère que je vais réussir à l'écrire correctement, parce que moi je l'aurai jamais dans les deux, j'aurai juste sa formulation fonctionnelle. D'accord. Donc c'est quelque chose comme ça. Bon, je l'écris. On prend C convexe. Donc, là, pour l'instant, je mets un terme. Tac.
Je vais dire ce que c'est après. Hein. Ça, c'est obscur, mais ça, c'est le polaire associé à un corps convexe. Okay. J'arrive avec les explications dans. Donc, bon, en même temps, c'est logique que ça soit homogène. C'est inférieur. Et ce truc-là, c'est. Donc C, c'est ton corps convexe, là. N, ouais, la dimension. Ton pi, C, c'est quoi, t'as écrit? Pi C, c'est ce qu'on appelle le corps de projection. C'est un truc qui mesure la taille des ombres. C'est-à-dire que tu regardes je vais pas rentrer dans les détails, mais tu prends un convexe, tu regardes ses projections sur des hyperplans. Oui. Et avec ça, tu peux faire une cuisine d'une fonctionnelle. Un truc qui serait du genre. En fait, c'est simple, tu regardes la fonction qui a U. Donc là, maintenant, c'est U. Non, 2. Tu regardes la fonction qui a U associe la taille de la projection selon l'hyperplan orthogonal à U. Ok. Je vais l'appeler, je sais pas comment dire. Ah bah si, c'est volume de projection par rapport à U bar de C. Enfin, par rapport à U bar, c'est-à-dire par rapport à C. Là c'est U. D'accord. U. Ouais. Donc ça veut dire que tu projettes, tu annules U bar. Le truc c'est que tu annules, c'est une projection sur U parallèlement à. Ouais, c'est ça. C'est la projection U orthogonale. Tu regardes la projection orthogonale de C Ouais. sur l'hyperplan orthogonal à U. Ah, donc on projette sur l'orthogonale à U. Ouais. D'accord. Voilà, ça c'est U. Oui. Tac. Et U au départ, c'est un. C'est un vecteur. Allez, c'est un vecteur. Ok. Ça doit être. C'est indifférent parce que c'est toujours la même projection. D'accord. Ça va être. Ok. C'est bon. Ok. Et avec ça, en fait, cette fonction, elle a des propriétés assez intéressantes. Elle doit être. Essentiellement, elle est. Déjà, elle est pas. Elle dépend que de l'orientation de U. Et elle est. Bon, elle est continue aussi. Ouais. Mais non, mais ouais, je cherche un mot là. Ouais. Bon, ainsi soit-il, mais avec ça, on peut obtenir une notion de. On peut associer un convexe, un autre convexe à ce convexe de base qui mesure la taille des ombres de ce convexe. Parce qu'il y a une sorte de. À partir du moment où tu obtiens une bonne fonction par rapport à ces ombres-là, tu sais que cette fonction, tu peux soit l'avoir comme une jauge, soit une fonction support d'un Alors convexe. donc, pi C, c'est quoi? Pi C, du coup, c'est le corps convexe. Bon, c'est un truc. Donc, un corps convexe, c'est univoque, hein, d'ailleurs. À partir du moment, je me rappelle plus comment on définit la fonction, j'ai l'impression de dire des conneries, mais c'est pas mon. Mais c'est un corps convexe défini univoquement par une jauge qui mesure la taille des ondes du truc. Donc, disons qu'avec ces quantités-là, j'arrive à concocter une fonction qui soit sous-additive. Avec ça, je peux sortir un corps convexe, vu qu'il y a une dualité entre jauge et corps convexe. Il y a une dualité ou sinon entre fonction support et corps convexe, les fonctions support mesurant la taille de l'hyperplan support dans une direction d'un convexe. Ça, c'est un truc qui permet d'écrire fonctionnellement l'ensemble des convexes. Il y a une sorte de dualité en fait, c'est simple. Il y a même une dualité entre les fonctions continues sur la sphère et les convexes. Oui, en fait, c'est ça. Je suis con. D'accord. Bon, mais ça, c'est un truc à voir, c'est que fonction 0, enfin, qui s'étend dans des fonctions zéro homogènes comme celle-ci. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, ça dépend pas de la taille du vecteur. Il y a une sorte de dualité entre ça et ça. Ici, c'est la fonction support, comme on l'appelle. C'est très élémentaire. Hein. Moi, je suis un peu. Mais ça doit être pas loin d'une continuité vidéo. Et c'est univoque. Et du coup, avec ce truc-là, je dis c'est la fonction support d'un truc. J'associe un convexe. D'accord. Et ce truc-là,
vu que la fonction support ou la jauge, c'est un peu la même chose, ça détermine la taille du truc. Plus les ombres sont grandes, plus la fonction support va être grosse, etc. Ouais, et du coup, bah, plus... Ouais, mais à mon avis, ce que tu racontes, ça doit être assez... Ça doit pouvoir se dire vraiment, même algébriquement, quoi, naïvement, non? C'est une dualité des convexes. Ça demande, je pense que l'univocité du truc, ça demande quand même du Hadamard ou des trucs comme ça. Oui, ouais. D'accord. Mais oui, c'est du Hadamard. On reprend après une discussion oui. plus avancée sur ce que je ne savais pas de ces choses-là. mais bon, en tout cas, on s'est clarifié les idées. On va peut-être pas rentrer dans les détails de ça. Ouais. C'est juste pour... je voulais juste vous dire que... Un équivalent numérique isopérimétrique pour les... Enfin, c'est pas vraiment un équivalent d'ailleurs. Ce truc-là est plus fin. Il s'avère que cette chose-là est une précision dans le domaine des convexes, de l'inégalité isopérimétrique. Oui, mais un équivalent intuitif, on va dire. Un équivalent intuitif, pourquoi? Parce que ce truc-là, c'est le volume d'un convexe. Et ce truc-là mesure essentiellement... Alors, on a des convexes compacts, on était sur des convexes compacts. Ici, d'où cette dualité, on a discuté, on a repris. C'est ça. C'est pour ça qu'on a fait ça. Mais ce truc-là, essentiellement, ce volume-là que j'ai mis à droite... Pi C, c'est ça. Est inversement proportionnel à la taille des ombres d'un convexe. Donc pi C, c'est les ombres, et le O, c'est le dual, donc c'est inversement proportionnel. C'est un truc qui permet de mesurer les ombres d'un convexe. Donc oui, ce qu'on a raconté tout à l'heure en projetant. Le dual, c'est la boule dual. Donc plus une boule est grosse, plus son dual est petit. Donc essentiellement, quand ce volume-là est petit, ça veut dire que le volume des ombres, la taille des ombres est grande. Et c'est intuitif. Oui. Ça veut dire que plus un convexe a un gros volume, plus ce truc est petit, c'est-à-dire que plus les ombres sont grandes. D'accord. Et c'est une manière de parler d'isopérimétrie, c'est-à-dire qu'on regarde le bord, on regarde un convexe de l'extérieur, de l'extérieur, vu comment il est enclos par une structure, eh bien, il a un volume qui est dominé de telle manière. Et en fait, ce truc-là, cette inégalité-là, de la même manière que l'inégalité isopérimétrique, on peut lui donner une formulation fonctionnelle, on peut essayer de voir ça comme une inégalité sur les fonctions. Évidemment, on a tout un attirail fonctionnel comme on a pu le voir dans tes vidéos, je pense, pour décrire les convexes. Donc encore une fois, je disais la jauge, la fonction support. Mais on pourrait être intéressé par l'idée de, par exemple, donner une formulation de ça pour des fonctions lisses, pas des fonctions absolument régulières. De la même manière que on aurait pu être intéressé, avant de connaître l'équivalence entre Sobolev et isopérimétrie, être intéressé par le fait de donner d'associer une notion d'air au cadre des fonctions plus lisses, qui ne décrivent pas forcément l'ensemble. Soit-il. Et du coup, c'est là où on arrive enfin à la question que je me suis posée au début de ma thèse, c'est celle des inégalités de Sobolev affines. Dont le lien avec les inégalités ci-contre est exactement le même que le lien entre inégalité de Sobolev et inégalité isopérimétrique. Le parallèle est exact. L'inégalité de Sobolev classique, celle que j'avais écrite là, avec le gradient et tout là. Touc. Donc j'avais dit c'est ça. Je reste sur mes notations. Vous voyez l'analogie, je vais l'écrire exactement de manière analogique, comme ça sera plus clair. C'est un V, c'est V2C. C'est V2C. Et là, une autre, une autre façon, on n'a pas ce volume-là, mais on a l'air du bord. L'air du bord, Ok. Moins. Ça marche. Voilà. Et du coup, j'ai pas envie de vous écrire les fonctionnels en jeu, elles sont horribles. Mais moi j'ai étudié ces inégalités-là. Et donc je vais peut-être continuer Alors c'est quoi le monde de l'affine là, ici? C'est quoi Ah oui, c'est pourquoi affine? Pourquoi affine? En gros c'est des inégalités, donc je vais écrire symboliquement ce que c'est.
c'est quand même le nerf de la guerre. Oui, oui. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place du gradient, ici on avait le gradient, on en met là, dans ce volet classique. À la place, on met donc un CN et une autre manière de mesurer la taille du gradient. D'accord. Et qui est une manière fondamentalement plus fine que la manière qu'on avait de mesurer par le gaz. D'accord. Il y a une inégalité, et en fait, c'est pas du chichi, c'est qu'on peut vraiment trouver des suites de fonctions telles que ce truc-là tend vers 0 et ce truc-là reste constant. Donc il n'y a pas de domination inverse. Ok. Il n'y a pas d'équivalence entre les trucs. Et ce qui est très intéressant avec cette quantité-là, pourquoi elle est affine, c'est qu'elle est invariante par transformation unimodulaire. Elle est invariante si tu remplaces f par f compté avec t dans SLN. Ok. Ce qui n'est pas du tout le cas du gradient qui est essentiellement un truc euclidien. On est sur SLN de R. Ouais, SLN de Rn. Rn. Enfin, SLN de... Oui, de R. SL de Rn. Vous voyez, le gradient, c'est un truc très euclidien qui fournit des normes L1 qui sont invariantes que par transformation rigide, orthogonale. Ici, donc c'est ton epsilon 1 qui est invariant par au sens suivant. Mais d'accord. Parce qu'un volume, c'est pas généralement invariant par SLN. Oui, d'accord. C'est très intéressant. C'est que, tu vois, le volume... Ouais, d'accord, ok. Le volume est invariant. Le volume, oui. L'air du bord l'est beaucoup moins. Ouais. Enfin, je veux dire, tu vois, tu peux faire un bord très grand en stretchant un parallélogramme de volume fixé. Ouais, Tu peux faire... à la fin, tu peux faire ça, quoi. Avec un parallélogramme de volume fixé, tu peux avoir un truc infini. Et en revanche, c'est pas le cas. Donc, l'aire du bord n'est pas invariante par transformation du groupe spécial linéaire. Oui, bien sûr. Mais ce truc-là, ce qui est assez... En fait, le truc, c'est que tu peux peut-être qu'on peut le regarder avec des cercles et des ellipses. Enfin... Oui. Allez. Il y a des projections qui sont pas... qui vont changer. Mais essentiellement, ce truc-là que j'ai caché sous le tapis restera inchangé. D'accord. Parce que ce qu'on gagne quelque part, on le perd ailleurs, et du coup... là, ça fait... non, mais avec ça, la projection sur cet hyperplan va devenir beaucoup... mais je pense que tu en as dit suffisamment pour qu'on comprenne. Mais en tout cas, ce truc-là, rend cette quantité-là est indifférente aux ellipses à équivalence près, quoi. Enfin, je veux dire, elle voit un cercle comme une ellipse, etc. Et du coup, quand on s'intéresse à l'analyse fonctionnelle du truc, on introduit des inégalités comme ça, qui sont très bizarres à traiter avec les outils classiques de l'analyse des Sobolev, vu que en fait c'est assez dégénéré, tu vois. Même les processus, au début on parlait de suites qui convergent quelque part pour optimiser une certaine quantité, machin. Étant donné que ce truc-là est invariant par étirement dans certaines directions quand on écrase les autres, on a des phénomènes de perte de dimension assez étranges, on a des choses bizarres, quoi. En fait, on passe du domaine de l'invariant par transformation rigide au domaine de l'invariant par étirement, ce qui fait des trucs bizarres, mais qui peut aussi, c'est quelque chose qui peut aussi avoir ses avantages dans l'étude de ces inégalités, quand même. Parce que du coup, on peut raisonner par équivalence à la transformation du groupe spécial linéaire. Bah oui. Ah bah ça, alors là, en fait, le truc, c'est qu'il y a tu plus prêches un convaincu. Il y a plus de... mais là, c'est là où c'est intéressant, ce sujet, il est un peu clivant entre algébriste et analyste, sans doute. Plus il y a d'invariants, enfin, je pense qu'un invariant, en même temps, non, même pour toi, les invariants, il faut quand même qu'ils soient pertinents. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont
partagés par tous les objets et du coup c'est pas très intéressant. Oui. Il faut trouver le bon équilibre entre... Enfin, il faut C'est ça. trouver les bonnes classes d'équivalence. Ouais. C'est ça, exactement. Du point de vue de... Si le groupe est trop grand, il y a des grandes orbites et des classifications très grossières finalement. Ouais. Et des invariants, bon bah voilà, quoi, qui Ouais. sont... C'est un qui peu sont le, trop- c'est là où le bas blesse par rapport à ces inégalités, on va dire, c'est que le groupe est un peu gros. Ouais. Mais du point de vue de l'étude des fonctions en général et de comment les dérivées directionnelles d'une fonction les dominent en taille et comment de problèmes très isotropiques on peut passer avec quasiment les mêmes outils à l'étude de problèmes anisotropiques comme cela, quand on passe de sphère à ellipse, etc. Bah, c'est quand même intéressant par rapport aux enjeux qu'on peut rencontrer à droite à gauche dans les équations de dérivées partielles, dans l'analyse moderne en gros, parce qu'on s'est beaucoup intéressé à... Et en fait, on a mis longtemps parce que c'était très dur à étudier les choses à symétrie radiale, où il y avait ou des problèmes où il y a le gradient complet qui rentre en jeu, où la structure euclidienne est très forte. Et de plus en plus en analyse, on s'intéresse aux choses où justement il y a de la dégénérescence, quoi. Tout n'est pas, que ce soit du point de vue des opérateurs, tout n'est pas elliptique, tout n'est pas... où on peut avoir un grain de folie par rapport à la rigidité. Vous vous mettez en danger hein, quand même. Mais en fait, ce qui est intéressant du coup par rapport à ce que j'ai fait, maintenant on arrive à ce que j'ai fait. Ouais, bah ouais. Ce sujet-là était un sujet... Donc t'as écrit quelque chose, t'as obtenu un résultat, t'as sorti un article avant l'été. Ouais. D'accord. Ça va, il est pas mal. Enfin, il est pas mal. C'est des idées très simples. Bah ouais, j'en doute pas. Qui soit n'intéressaient personne, soit intéressaient uniquement des gens qui faisaient pas de l'analyse comme j'en fais, et du coup, qui n'avaient peut-être pas l'approche ou les outils. Enfin, les outils, ils les avaient sans doute, mais l'approche, en tout cas, ils ne l'avaient pas. En fait, le truc, c'est que ces inégalités, elles ont été étudiées relativement intensément, enfin, quoi que ça veut dire relativement intensément ces 25 dernières années, par des géomètres convexes. Ils étudient la théorie de Minkowski, des trucs comme ça. Ils essaient de mettre toutes ces familles d'inégalités dans une grande théorie fonctionnelle des corps convexes. C'est des trucs assez jolis, hein. Très élémentaires, mais riches d'idées et d'ingéniosité. Et donc, ça a été essentiellement l'affaire du géomètre convexe. Et ils utilisaient des trucs très, très puissants pour traiter de ces inégalités. C'était aussi parce qu'ils s'intéressaient, vu que c'est des géomètres, aux inégalités strictes, enfin aux inégalités sharp, quoi, optimales. Ils te disent la configuration optimale, la valeur de la constante exacte. C'est souvent l'affaire des géomètres. Le problème, c'est qu'il y avait une sorte de chaînon manquant, c'est qu'on ne comprenait pas du point de vue de l'analyse pourquoi ça marchait comme ça. C'est-à-dire que, à l'inverse de, tu vois, je t'ai fait l'historique de Sobolev, Galier, Nirenberg, qui ont fourni des estimations grossières de l'inégalité de Sobolev, où on ne savait pas exactement qui était la constante, et c'était l'affaire de l'analyse. Et puis ensuite, on a appris à utiliser la géométrie pour obtenir les configurations optimales, et que sais-je. À l'inverse, avec ces inégalités, c'était l'affaire des géomètres à la base, on a su tout de suite utiliser l'approche optimale. D'accord. Mais ça demandait des articles de 30 pages et des généralisations en veux-tu en voilà, des outils de la géométrie convexe classique. Et en fait, un analyste il se demande mais c'est quoi la nature analytique du problème et pourquoi ça marcherait pas à l'ordre supérieur par exemple. Question de base. Pourquoi ça marcherait pas? À l'ordre supérieur. À l'ordre. Un analogue de ça. Oui. Pour autre chose que le gradient. Vous savez pas exactement ce que c'est, mais. Je comprends pas ce que tu appelles l'ordre supérieur. L'ordre supérieur en termes de dérivés. D'accord. Un truc naturel et qui est très utilisé en analyse, vu qu'en analyse on fait beaucoup d'équations aux dérivés partiels d'ordre 2, enfin c'est vraiment le Laplacien, le nanana. L'inégalité de Sobolev elle est bien. Donc là c'est les gradients, les maîtres de la géométrie, pardon. Mais on peut se demander si on a des infos sur la dérivée d'ordre 2. Oui, d'accord, ok.
si n est plus grand que 3. Et ce truc-là, c'est pas récurrence. Dans le cadre des inégalités de Sobolev classiques, tu fais l'inégalité de Sobolev, vous savez pas vraiment ce que c'est, mais vous faites l'inégalité de Sobolev que j'avais écrite là sur de la hessienne au gradient et du gradient à la fonction. D'accord. Mais ici, vu les outils qu'ils avaient utilisés, il n'y avait pas de solution de continuité entre les. D'accord. Et du coup, moi je me suis posé la question. Peut-être qu'une manière de comprendre le truc, c'est d'avoir la méthode la plus robuste à tout ordre et pour tout exposant, etc. Et du coup, j'ai simplement généralisé ces inégalités à tout ordre. Oh. Et ça m'a donné une approche générale pour obtenir plein d'inégalités, plein de formulations affines d'inégalités fonctionnelles classiques. Donc moi, ce que j'ai montré, c'est que c'est l'analogue avec P égale. Enfin là, on a P égale 1. Oui. Et S égale 1. S est dans l'ordre de différentiabilité. Oui. Donc, si tu... Et P, c'est. P, c'est l'ordre d'intégrabilité. L'ordre d'intégrabilité NP. Et S de. Ce que je veux dire, c'est que normalement, tu as ça. D'accord. Ça, c'est une inégalité de Sobolev. Hessienne d'ordre. Enfin, d'accord. Pas hessienne, mais. Enfin, c'est clair. C'est la hessienne, mais la hessienne. La dérivée d'ordre S. La dérivée d'ordre S en LP domine la fonction en norme comme ça, quand S est intervalle. Ça, c'est les égalités de Sobolev. Si tu as beaucoup de différentiabilité, tu gagnes en intégrabilité. Si tu as beaucoup d'intégrabilité, tu gagnes aussi en. Tu peux échanger intégrabilité contre régularité. Enfin, c'est un peu le grand mot des inégalités de Sobolev et aussi de l'analyse de Fourier en général, en passant par là. C'est Fourier. Oui. Ça aussi. Plus tu as de l'intégrabilité à l'infini, plus tu as des dérivés dans l'analyse de Fourier. Oui. C'est vrai. Dans l'esprit, c'est un peu ça. Et du coup, voilà, j'ai juste prouvé l'analogue de ça. Donc ça, c'est des fonctionnels. Attends, l'inégalité que tu viens d'écrire est une inégalité de Sobolev? Ouais, classique. Classique, hein. Et obtenu par récurrence, c'est-à-dire que qu'on obtient par récurrence. Ouais, et qui a une interprétation encore en termes d'air et de volume, non, hein. Voilà. Très bonne question. Ouais. C'est pourquoi aussi les méthodes de la géométrie. Ne pouvaient pas aller à Oui, c'est ça, oui, d'accord. Si on n'a pas de récurrence, en tout cas, dans l'inégalité de Sobolev classique, on peut faire ça. On fait ça, tac, on applique là. Une première inégalité de Sobolev, NP, N-P, et on continue, et en fait, ça te permet d'aller jusque-là. Ici, il n'y a pas de. En fait, il n'y avait même pas d'objet analogue à ça pour l'ordre supérieur. Du coup, il a fallu introduire des fonctionnels, mais qui étaient assez naturels. Mais dont l'étude était impossible avec les outils de la géométrie. Parce qu'en fait, la géométrie, l'analyse, elle est géométrique qu'à l'ordre 1. Enfin, même les géomètres, ils diront, à partir du moment où il y a 3 dérivés, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, 2 dérivés, c'est la courbure, 3 dérivés, c'est c'est l'aventure. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Du coup, une dérivée, c'est en gros, en tout cas dans mon domaine, ce qui permet de mesurer l'air. 2 dérivés, des fois, ça peut te permettre de mesurer la courbure, quoi. Enfin, la manière dont une surface tourne. Enfin, une convexité, et la convexité aussi. Et après, c'est l'inconnu. Et on aimerait avoir un truc qui dit, la troisième dérivée, ce n'est que la première dérivée de la deuxième. Oui, c'est ça. Non. Mais sauf que c'est comme en cohomologie, l'interprétation des objets cohomologiques en degré 1, ça se fait en degré 2. Après, en degré 3, c'est juste pour nous aider à comprendre le degré 2, etc. Hein, souvent. Hein. Alors vas-y, pour nous cette formule. Non, mais c'est juste. Mais je peux pas vous introduire la fonction, elle est trop. Elle est naturelle pour ceux qui ont étudié 7. Oui, voilà, c'est ça. Mais sauf que cette fonctionnelle, si je vous la montre comme ça. C'est déjà. Oui, non, mais tu nous avais déjà dit. Ça va être chaud, oui. Mais c'est rien, c'est juste des nombres, hein, mais c'est une. Donc l'analogue de ça. Donc avec S dérivé et un ordre P de différentiabilité. D'accord. En fait, tu as construit une fonctionnelle qui. Oui, non, mais ça, la fonctionnelle, elle était naturelle. Elle était naturelle. Et par contre, la méthode, qui est très simple pour obtenir cette inégalité, elle n'a pas été utilisée. C'est simplement, en fait, le truc, c'est que, tu vois, on a cette invariance-là. Oui, il faut construire une fonctionnelle qui ait des propriétés analogues à celle-ci. Oui, c'est ça,
invariante par transformation dans SLN, Oui, oui. et plus fine que D'accord. ça. D'accord. Du coup, comment faire? D'accord, Tu d'accord, fais d'accord. voilà, Ok. il y a une tambouille à faire. Ouais, ouais. Et en fait, avec cette invariance-là, je me suis posé la question, mais n'y aurait-il pas une configuration, pour une fonction donnée, une configuration optimale dans SLN qui permet de revenir au cas traditionnel, en fait, au cas d'une inégalité Sobolev traditionnelle. D'accord. Peut-être que je vais quand même l'écrire, le truc. Je vais quand même écrire la fonctionnelle juste pour mettre tout le monde d'accord. Non. Non, non, mais c'est un truc assez ignoble comme ça, mais c'est exactement le. Donc, on va intégrer sur la sphère. Mhm. Ça, c'est ton E1, là. Ouais, ça c'est E1, ça. Ouais, ouais. Et après, je vais pas écrire la, je vais pas Oui, écrire la oui, suite. trop chaud. Oui. C'est un peu long à écrire, mais Ouais, c'est ouais, exactement la même ça chose. s'écrit, oui. Mhm. C'est exactement ce truc-là. C'est la généralisation fonctionnelle de cette quantité-là. Et c'est aussi une manière d'affiner la quantité norme L1 du gradient, qui n'est rien d'autre, de constant près, que ce truc-là. Alors, ton Sur la ton xi, là, c'est Oui, désolé. Sur la des sphère. xi, ouais, d'accord, t'intègres sur la sphère avec un C'est, dexi. ça, c'est, Ok, ça ouais, vient ouais. simplement du. D'accord. Ce truc-là, ça vient simplement du fait que pour une forme linéaire, la forme linéaire du gradient, Oui, oui, non, mais ça, oui, non, mais ça se, Et du coup, ça se comprend, ouais. il faut dire que dans l'histoire des inégalités que j'étudie, les gens ils se sont dit, mais c'est quoi l'analyse derrière ça? Et ils ont pondu ça. Oui, oui. Mais si t'as beaucoup de chance, tu peux tomber sur ce truc-là en te disant juste comment faire pour améliorer ce truc-là, comment faire pour avoir une quantité plus fine à partir de ça. Bah, Jensen. Mhm. Ouais, ça me fait délire, mais tu vois, ça par Jensen, c'est plus petit. Ouais, Tu ouais, mets cette chose-là, ouais. c'est convexe, Oui, 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 oui. et du coup, bah, par l'inégalité de Jensen sur la sphère, à constante près, c'est plus petit que la quantité où tu fais passer le moins 1 sur n là-dedans. Et du coup, tu D'accord. retombes sur ça. Oui. Et ça, D'accord. le truc qui est D'accord, mystérieux avec ça, et là où D'accord. la géométrie quand même. S'arrête là? Non, mais Oui. la géométrie, non, si, Tu veux quand même, dire- la géométrie, elle a impliqué ça et elle n'a pas impliqué d'autres choses pour Ouais, une oui. bonne raison. C'est ça, ouais. C'est que, en fait, ceci. Parce que là, tu pourrais te dire, mais ok, mais du coup, ça doit être vrai pour n'importe quel alpha Mhm. positif. Oui. Enfin, je veux dire, tu pourrais obtenir des inégalités Oui. analogues pour n'importe quel alpha. Tu veux dire que positif. la géométrie donne pas de signification à ce truc-là, alors? Pas de signification à ça, mais d'ailleurs, les inégalités comme celle-ci, mais avec alpha, où tu aurais remplacé le n par alpha, c'est sont ça. fausses. Ouais. Ah oui. Sinon, ça devient. Enfin, en tout cas, il y a un certain stade où c'est plus possible. Parce que, tu vois, ce qui est assez intéressant avec ces inégalités-là, c'est qu'elles te donnent une mesure de la taille des dérivés directionnels. Mhm. Ce qui est pas clair dans l'analyse classique. Mhm. Ça, c'est une simple observation, mais c'est un truc que moi, je ne connaissais pas en étudiant les inégalités de Sobolev. Quand on regarde le gradient complet, on ne voit pas les dérivés directionnels. Mhm. Et il peut se passer des choses sur les dérivés directionnels. Oui, oui, Rien oui, que oui. l'invariance dont j'ai parlé, quand tu étires une fonction, tu peux étirer une fonction d'un paramètre lambda dans une direction, de manière à avoir une dérivée qui devient de plus en plus grosse. Oui, oui. Et Tandis puis que dans l'autre direction, ça devient petit. tout à fait. Hein. La norme de Lebesgue, elle reste pareille. Ouais, ouais. Et pourtant, les dérivées partielles, elles peuvent devenir très petites en norme L1, par exemple. Tu vois. D'accord. Et pourtant, cette inégalité-là, elle dit quand même que, tu vois, si tu fais une inégalité de Markov, par exemple, elles te disent quand même que la mesure des directions dans lesquelles ce truc est petit relativement à cette quantité-là Mhm. est petit. Mhm. Mhm. Et ça, c'est pas donné par. C'est pas clair. Oui, oui. C'est très l'art pour l'art comme ça, mais je veux dire, c'est un mystère de savoir, et c'est encore plus vrai à l'ordre supérieur, de savoir comment les dérivés directionnels se comportent. C'est souvent le grand truc de l'analyse des dérivés partiels. C'est ok, tu as une certaine donnée sur un opérateur, ça peut être les dérivés dans la direction 1, 2, 3. Ouais, Qu'est-ce que tu peux dire de la dérivée dans la direction 4? ouais, ouais. Qu'est-ce que tu peux dire de C'est un grand truc des équations de dérivés partiels. Oui, oui. Un fondamental
de l'analyse fonctionnelle, c'est ce truc-là, qui a été étudié très en détail dans les années 30 jusqu'à 60. Si tu as des infos sur le Laplacien. Donc ça, tu veux dire, c'est une inéquation, c'est une... C'est un truc, c'est une inégalité fonctionnelle qui vaut pour n'importe quelle... Ça vaut pour quoi, alors? Pour n'importe quelle fonction lisse à message général. Lisse, d'accord. Fait entre 1 et l'infini. Ça, c'est un truc, c'est vraiment le parangon de l'inégalité fonctionnelle en équation dérivée partielle. C'est le truc de dire, ok, je dis que... bon, je connais pas les notions physiques, tu vois, mais une fonction dont le Laplacien vaut quelque chose, eh bien, elle a toutes ses dérivées et sa taille elle-même qui est dominée par uniquement les dérivées partielles non croisées. Par exemple, c'est un truc de rigidité géométrique un peu. C'est genre, à partir du moment où tu sais que le Laplacien c'est un grand mystère, hein, à partir du moment où tu sais que ça c'est petit, tu sais que toutes les dérivées sont petites, tu sais, du coup, grâce aux inégalités de Sobolev, que la fonction elle est intégrable en plein de sens. Et ça permet des choses. Moi, je ne suis pas trop dans les EDP, mais c'est un truc que les gens utilisent tout le temps, en fait. La rigidité qui est Laplacien, les dominations qu'on peut avoir grâce au Laplacien, c'est des trucs tu vas en séminaire EDPA analyse, c'est pas la régularité elliptique, c'est ce qu'on appelle. C'est les inégalités de régularité elliptique, ça. Et du coup, tu vois, c'est un problème en analyse. J'essaie de me rassurer comme je peux, mais tu vois, c'est un problème classique de savoir à partir d'une donnée sur un certain nombre de dérivés, qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction générale. Ok, donc ton inégalité, donc tu as défini un ESP comme ça, stable par composition à droite. Voilà. La question c'était de trouver des l'inégalité pour ça, et de manière à équilibrer les trucs comme ça, enfin bon, on s'en fout, mais voilà, de manière à obtenir des inégalités, de revenir aux inégalités de Sobolev classiques, et simplement de dire, à transformation près, vu que le groupe est super gros, on a de la place pour revenir aux inégalités classiques en fait. Et d'ailleurs, j'ai utilisé les outils de ce genre de truc de régularité elliptique. D'accord. Et du coup, c'est une approche qui m'a permis aussi d'aborder d'autres inégalités qui étaient la chasse gardée de la géométrie, notamment des inégalités de points carrés qui sont, moi je trouve intéressantes et qui m'obsèdent un peu en ce moment, et qui avaient été prouvées à la base par des... Bon, encore une fois, c'était des inégalités plus fines que les miennes, donc c'est aussi pour ça qu'elles avaient leur intérêt, mais elles étaient prouvées par des Blaschke-Santalo, des inégalités de la géométrie très, très élaborées. Et cette approche, elle est très robuste. Quand tu as une invariance comme ça, pourquoi ne pas l'utiliser, quoi. Oui, voilà. Tu parles. Voilà, mais c'est ça le trade-off, quoi. C'est genre, du coup, du point de vue de quels objets sont optimaux dans cette inégalité, d'ailleurs, c'est un sujet que j'étudie en ce moment. Ça, c'est un truc assez intéressant. Dernière chose. Pour ça, le groupe est tellement gros qu'on peut pas vraiment savoir. Enfin, on a envie de dire que les configurations optimales dans cette inégalité vont être tellement multiples qu'on va avoir du mal à mettre le doigt dessus. Et d'ailleurs, vous voyez, la méthode que j'avais décrite au début du calcul des variations, de dire si je veux chercher une fonction qui vérifie l'égalité ici, je vais regarder le rapport entre les deux quantités et faire un processus d'optimisation. Le truc, c'est qu'il y a tellement d'invariance que ça se trouve, ce processus d'optimisation, il va dans tous les sens. Et du coup, il faut un peu tame the beast, quoi. Tu vois, enfin, faut calmer le groupe non compact. C'est ça. Et en fait, étonnamment, c'est très facile de calmer le groupe compact. Enfin, ça c'est le prochain article que je vais sortir, je pense. Sur, tu veux dire le groupe non compact? Le groupe non compact. Non compact. Après, j'ai parlé à des algébristes analytiques qui m'ont dit que ce truc-là est essentiellement... Enfin, les groupes du type SLN en fait sont essentiellement diagonales / compact. Enfin, c'est la décomposition K à K. On va parler de cette décomposition-là. CAC. Voilà, le truc, c'est que c'est essentiellement la question, c'est de regarder les coefficients diagonaux dans une décomposition. Mais le problème, c'est que le coefficient diagonal, dans mon cas, il correspond aux tailles des dérivés. Donc, aux dérivés directionnels, c'est ce qui se paye. Bon, en tout cas, voilà. J'ai fait ça, j'ai fait 2 inégalités. On attend la réponse du... D'accord. Et j'ai remis le pied à l'étrier sur les questions qui restaient ouvertes sur ça. Parce qu'il y a des questions naturelles, justement. Question de
des fonctions optimales, des trucs comme ça. Et donc, là, c'était ton premier article que tu as envoyé. Ouais. C'est le premier. Bon, tu attends. Ça prend des fois du temps. Ça dépend du journal. Il y a des journaux. Mais c'est un journal en ligne ou c'est un journal papier? Ouais, c'est un journal papier, ouais. Papier, ouais, ça peut. Ouais, ça peut durer un moment. au Journal of Functional Analysis. Ouais, génial. Ah bah oui, c'est bien ça. Oui, En tout cas, connu, bravo. Mais du coup, voilà, maintenant, là, je suis un peu. Là, on arrive au Oui. problème de la recherche. La recherche et la thèse. Parce que, en fait, un bilan. Les idées que j'ai utilisées pour ça, je les ai eues en 2 semaines. Enfin, je veux dire, j'ai Oui, commencé la thèse, j'ai fait ça. oui. J'ai galéré à l'écrire. C'était très pénible de l'écrire, j'ai mis très longtemps. Ouais. Mon directeur me disait, bon, quand même, là, il faut se mettre en writing Ouais. Et finalement, j'ai réussi à mettre le pied à l'étrier. Mais du coup, c'est toi qu'il faut. C'est toi le dragon qu'il faut tamer. Ouais, il y a un dragon, toi, qu'il faut tamer. C'est pas que. Ça devient, en fait, le truc, c'est que il y a un gros problème, c'est qu'à partir du moment où tu essaies quelque chose qui te semble simple, et que tu n'y arrives pas, et ben, tu te dis, mais ça a l'air tellement évident. En plus, j'avais que des trucs, c'était que des trucs où ça demandait juste un petit twist. Il suffisait d'avoir une bonne idée et je suis un enfant gâté en fait. C'est-à-dire que maintenant, je pense à chaque fois, non mais c'est soit je suis trop bête, enfin, il suffit que je me pose un peu, que je recommence encore une fois à essayer de voir la chose différemment. Et du coup. Mais c'est là que la collaboration, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que il y a un moment où dans la thèse, c'est un grand moment de solitude, et faut assurer sur des tas de fronts à la fois. Et à un moment, quand tu as fait tes preuves dans quelque chose, que tu as affronté ces moments-là, tu te retrouves avec une collaboration, et ça, c'est un peu plus confort. C'est pas mal parce que j'ai un frère de thèse, un autre étudiant sur la direction de mon directeur, et il nous a mis sur une affaire là, où je vais un peu changer de sujet, mais justement, je vais être en collaboration avec quelqu'un que j'aime bien, donc c'est bien. Eh ben super. Et avec quelqu'un qui est au labo, enfin, tu vois, où il n'y a pas besoin de faire des pieds et des mains pour se retrouver une semaine. Oui. Là, c'est vraiment ça va être une. À part si on arrive à. Parce que pour l'instant, on est qu'au premier tâtonnement, on se demande même quelle question on va se poser, parce que. Il y a plein de questions sur le sujet. Oui, il va falloir trouver un sujet commun, un sujet sur lequel. Oui, bien sûr, ça va venir. Mais tu vois, dans ce sujet-là, que j'ai bien. Où j'ai un peu un temps d'avance du truc et tout, il y a plein de questions qui restent en suspens et qui sont d'un autre niveau, quoi. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un moment où les outils que j'utilisais ne marchent plus. Mais c'est obsédant, quoi. D'accord. Et alors, cet été, t'as bossé dessus, tu t'es reposé un peu, t'es tranquille, Je me suis arrêté 3 semaines. T'as une charge d'enseignement, là? Ouais. C'est lourd, ça? Non, ça va, c'est tranquille. C'est un TD par semaine. Un TD par semaine, ouais. C'est tranquille. Bon, c'est bien. Ok. Bon, je sais pas ce que ça va donner dans un an. Comment on comprendra là, on voit l'évolution là, c'est-à-dire. Non, en vrai, tu sais que c'est beaucoup moins. En un sens, c'est beaucoup moins léché et élaboré que les mathématiques que j'ai pu présenter. Enfin, les mathématiques qu'on apprend en licence et qui sont. Ouais, je sais pas comment dire. C'est pas parce que c'est des mathématiques de la recherche que c'est plus difficile. Quoi. Du tout. Il y a vraiment des trucs qu'on voit en agrég qui sont. Qui ont vu des gens passer, quoi. Enfin, qui ont été. Ah oui, non, mais moi j'ai fait l'expérience des deux, et c'est vrai que des fois t'as un grand frisson sur des trucs d'agrég, et puis des petits frissons, et des fois inversement, quoi, évidemment. Après, il y a le côté nouveau, il y a le côté que tu mets ton nom sur quelque chose. Il y a un aspect grisant dans la recherche. Voilà, exactement. Extraordinaire, c'est imbattable. Tu es dans un état de confusion permanent. Enfin, c'est vraiment le truc de. Tu fais des calculs pour te diriger dans la pénombre. Puis ça te rend modeste. La recherche, par rapport à l'enseignement, ça te rend hyper modeste. Parce que partout où tu mets les pieds, tu réfléchis à 15 fois, quoi. Ok, écoute, on verra. Dans quelques temps, l'évolution quand tu auras accepté ton article, on t'aura accepté. On verra. Et puis, je pense que on pourra déjà de commentaires, de remarques. Je l'ai beaucoup corrigé, mais il y a toujours des choses qui restent à. Ok.
Allez, ben, salut, merci beaucoup hein, pour Avec plaisir. nous avoir expliqué un peu les beautés, l'enfer et le paradis. Quoi. Exactement. Salut.